parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Le film de jeu s'appelle Warcraft, ça faisait longtemps que je voulais en parler. Warcraft, le commencement, film de Duncan Jones qui est sorti en France en 2016, à la date du 24 mai, et que j'avais vu au cinéma en version originale. Ça faisait longtemps que je voulais parler de Warcraft, le commencement, parce que c'est un peu un cas d'école qui me plaît bien sur plein de points. C'est un film très questionnant. Au-delà du fait que je trouve que c'est un film intéressant, il faut le regarder, c'est un film qui pose plein de questions sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma, sur la science-fiction au cinéma, sur l'heroic fantasy au cinéma, sur la production à grande échelle. Oui, je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'enjeux autour de ce film, assez complexe, et je pense que on va pouvoir bien s'amuser aujourd'hui et s'éclater à donf. Bon, je ferai plus de vannes comme ça, merci, excusez-moi. Donc tout ça pour dire, les amis, Duncan Jones, c'est qui? Duncan Jones, c'est un jeune réalisateur plutôt talentueux, hein, jeune, mais il arrive sur les 50, mais il est plutôt, il a une bonne hype derrière lui. Il avait fait notamment Moon, film que je trouvais intéressant, mais pas extraordinaire, mais un film assez lunaire, justement. Je vous laisse découvrir comment, avec Sam Rockwell, qui était correct. Il a fait l'excellent Source Code derrière. Très bon film de science-fiction avec Jake Gyllenhaal, que j'avais particulièrement apprécié, avant de revenir 5 ans plus tard avec son projet rêvé, comme il le disait à l'époque, l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Warcraft. Et il a sorti Mute en 2018, que je n'ai pas vu, mais que je vais voir avec beaucoup de plaisir, et dont je vous parlerai certainement, parce que j'aime beaucoup le pitch déjà. Il faut que je vous parle quand même un petit peu de Warcraft avant. C'est pas un jeu que je connais très bien, mais juste pour ceux, les rares d'entre vous qui ne connaisseraient pas le jeu vidéo et qui auraient besoin d'une petite mise en contexte, je vais faire le mec intelligent. Hein, c'est quand même formidable. Alors Warcraft, c'est une série de jeux vidéo de stratégie, de combat stratégie, et d'autres, hein. Il y a un peu de tout, mais la série principale est une série de jeux vidéo de stratégie, dont l'univers est très très proche d'un univers comme celui de Warhammer qui était un jeu de plateau, aussi Heroic Fantasy, et là on est dans l'Heroic Fantasy, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, avec les orques, les humains, les elfes noirs, les Skaven, c'est-à-dire les hommes rats, et ainsi de suite. C'est tout cet univers-là que Warhammer avait beaucoup popularisé au niveau du jeu de plateau, des livres et des jeux vidéo aussi, mais c'est Warcraft qui a vraiment rendu ça extrêmement populaire, avec non pas les jeux Warcraft, puisque moi j'avais connu Warcraft 2 à l'époque sur PlayStation 1, si je dis pas de bêtises, c'était le jeu auquel j'avais plus joué de la série Warcraft, mais avec World of Warcraft, le premier, on va dire, jeu, le jeu multijoueur, avec des quêtes et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir de vous-même tous les détails. C'est très dense comme univers, le jeu vidéo de Warcraft, et World of Warcraft encore plus. Je connais mal les codes de cet univers, donc je vais pas dire de bêtises, mais grosso modo, World of Warcraft, ça a été le premier jeu qui a vraiment lancé le principe des abonnements. C'est-à-dire les gens qui allaient se créer un personnage, créer des guildes, se retrouver tous ensemble, et grosso modo monter ce qu'on appelait des quêtes, se retrouver à des heures précises avec les serveurs qui étaient saturés par Blizzard Entertainment. C'est eux qui ont créé World of Warcraft notamment, et puis Warcraft en général, si je dis pas de bêtises, et qui avaient donc créer ce système, ce principe d'engouement qui faisait que les fans de la série se retrouvaient à des rendez-vous précis, à des heures précises, pour des quêtes qui étaient ouvertes, avec des super prix à gagner, des armes et ainsi de suite. Grosso modo, le jeu était infini, puisque c'était basé sur des principes simples de jeu de rôle, c'est-à-dire vos personnages ont des statistiques, et en jouant, en gagnant, en faisant des quêtes, en trouvant des objets et ainsi de suite, et ben on augmente les statistiques du personnage. Et à plusieurs niveaux, le kiff du joueur se passait, c'est-à-dire que grosso modo, où on pouvait améliorer son armure, son apparence, ses statistiques, donc devenir plus fort, plus intelligent, plus ceci, plus cela. Et comme le jeu était très dense et que il était possible de rester sur les serveurs autant de temps qu'on voulait, il y a tout un univers alternatif de World of Warcraft qui s'est créé, avec les gens qui y allaient pour tout simplement avoir des relations sociales, inventer des jeux dans le jeu. Il y a même des gens qui sont tombés amoureux, qui ont que leurs avatars se sont mariés les uns avec les autres. Je vous le dis, World of Warcraft est un sujet en soi. C'est extrêmement compliqué. Il y a certainement eu de très bons documentaires dessus, il faudrait que je regarde, mais c'est passionnant parce que c'est allé très très loin, comme ce jeu a complètement dépassé ce que Blizzard voulait faire au départ.
même si la source du jeu, comment dire, le MMORPG, c'est-à-dire le RPG massivement multijoueur, était vraiment la base, créer des quêtes, donner envie aux joueurs de revenir sans arrêt, et faire des quêtes ensemble. Ça, c'est l'univers du jeu vidéo Warcraft. Il fallait que je vous donne un petit peu ce que ça veut dire, parce que vous auriez eu du mal peut-être à comprendre à quel point ça a été monstrueux comme phénomène. En 2005, le jeu vidéo numéro 1 mondial, celui qui drainait le plus de monde, c'était World of Warcraft. C'était un truc de fou, on avait mais le problème c'est qu'en France, il faut que je le dise quand même, ça vraiment il faut que je le spécifie. En France, World of Warcraft a été essentiellement vu comme à syncrétiser le problème jeu vidéo. Le fait que des jeunes hommes en général, enfin des jeunes adultes, de lâcher leur boulot, se mettaient à vivre au RSA, je caricature, pour jouer à World of Warcraft du soir au matin. C'est devenu un petit peu le symbole de l'addiction aux jeux vidéo pendant longtemps. On a essentiellement eu des documentaires là-dessus, et on a eu très peu de gens qui ont eu l'intelligence de voir aussi les qualités de cet univers, ce que ça voulait dire socialement, les faits qu'il y a des gens... je sais pas, le premier exemple qui vient en tête, c'est des gens comme le joueur du grenier, par exemple, youtubeur que je vous laisse découvrir et qui est devenu une sommité, entre guillemets, en France parmi les youtubeurs. Et lui-même a rencontré beaucoup de gens qu'il apprécie encore, qui sont encore des amis à lui aujourd'hui, en ayant des guildes sur des jeux comme World of Warcraft. Je sais plus si c'était World of Warcraft, je crois que oui. Mais ça vous donne une échelle d'idée, il y a des amitiés, entre guillemets, virtuelles, qui sont devenues plus importantes que des phénomènes sociaux physiques, IRL, comme on dit, in real life. Donc tout ça pour dire, ça allait largement au-delà. Mais en France, on l'a essentiellement perçu comme ça, ce qui fait que World of Warcraft a une sorte d'identité sociale double en France. Un, d'être une drogue dangereuse pour la jeunesse et les jeunes adultes, et de l'autre côté, tout un public qui a adoré, qui est devenu archi-fan, qui est devenu geek, au point de rejeter une grosse partie de la culture, on va dire, ambiante à ce moment-là autour du jeu vidéo, qui était beaucoup plus basée sur les gros jeux de sport tels que Pro Evolution Soccer à l'époque, ou beaucoup plus Pro Evolution Soccer puisque c'était lui qui dominait le marché à l'époque, les jeux comme déjà à l'époque Call of Duty, enfin les jeux de shoot à la première personne qui vous permettent d'aller flinguer du monde. Et donc, il y avait comme ça une sorte de pan qui était anobli par le commerce et par comment dire, quelque part la politique même française, qui ne pointait que très rarement du doigt la bêtise politique souvent des messages de ces jeux-là et la violence intrinsèque qu'ils proposaient, même si c'est des jeux qui ont des qualités aussi, il n'y a pas de problème. Donc ces jeux-là, on les remettait peu ou pas en cause, ou à peine, on disait c'est des jeux pour gosses. Par contre, World of Warcraft et sa capacité addictive étaient pointés du doigt systématiquement comme le mouton noir, le truc grave, celui qui créait le problème, je caricature, ou qui le syncrétisait le mieux. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le pourquoi du comment Warcraft et World of Warcraft sont restés des phénomènes culturels quelque part, j'ai envie de dire, satellitaires de la culture française. Là où, au contraire, aux États-Unis, dans le reste du monde, mais beaucoup aux États-Unis, World of Warcraft a eu une double identité beaucoup plus anobli. C'était bien sûr qu'on plantait, il y a plein de séries télé qui ont pointé le côté addictif de World of Warcraft, mais quelque part ça a été aussi soutenu financièrement. Blizzard Entertainment, donc ceux qui ont créé World of Warcraft et qui ont géré World of Warcraft, avaient quand même un rôle de leader du jeu vidéo mondial, donc c'était pas du tout la même approche politique et économique. Donc tout ça pour dire, donc sociologique forcément, et donc le regard que la plupart des gens avaient dessus n'était pas si négatif. Ce qui explique que, et j'en reviens au film, Duncan Jones n'a pas pu faire une adaptation tranquille. C'était pas genre j'adapte un jeu qui est bien mais qui avait genre 20 000 fans. Il y avait des millions et des millions et des millions de fans de World of Warcraft qui attendaient depuis longtemps une adaptation cinéma et qui donc allait être extrêmement pointue sur le résultat. C'est important de parler de ce contexte-là parce que ça explique un peu pourquoi Duncan Jones a mis 5 ans à le faire. C'est lui-même un archi-fan de la série. Si je ne dis pas de bêtises, il a beaucoup joué à World of Warcraft, il aimait énormément. Et du coup, il a eu dans son désir d'adaptation un désir constant d'être en accord avec les fans et de respecter une certaine communauté. Et ça se sent dans la forme du film, dans le respect profond que le film en termes de cinéma a de son matériau de base, et en même temps dans les distorsions qui s'est permises et les choses qu'il a respectées et qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. C'est un projet assez incroyable à cet endroit-là. Il faut bien se rendre compte que ça a été un tel succès
World of Warcraft, que quand même sur ce premier film, Warcraft, le commencement, le budget était de 175 millions de dollars. C'était un blockbuster. Je sais que c'est un film qui est tellement passé de manière presque inaperçue en France, que je crois pas qu'on s'est rendu compte que c'était un film qui avait le budget d'un film Avengers moyen. Franchement, je n'en suis pas sûr. Et c'est lié, bien sûr, à différents phénomènes. Déjà au fait que le phénomène Warcraft était un peu essoufflé en France quand le film est sorti en 2016. Hein. World of Warcraft était déjà devenu un jeu secondaire. À partir de 2010-2011, d'autres jeux massivement multijoueurs prennent le dessus. Différents jeux phénoménaux vont carrément effacer World of Warcraft des tableaux des jeux online auxquels on joue le plus tous ensemble, comme évidemment Fortnite et autres. Mais je vous laisse découvrir ces différents phénomènes culturels si ça vous intéresse, ou si vous avez des questions, vous pouvez me demander un petit peu des liens ou autres, je pourrais vous en donner, si vous voulez vous renseigner, apprendre un petit peu quels sont ces univers de jeux massivement multijoueurs. Mais ça a changé un peu les règles, et donc le RPG, le MMORPG, est un peu devenu secondaire. Il faut admettre aussi que World of Warcraft écrasait tellement la concurrence que c'était quasiment obligatoire qu'à un moment donné, il s'essouffle, et que ce qui fait qu'un marché fonctionne, c'est qu'à un moment donné, il y a une réponse, un adversaire qui fait qu'on relance l'intérêt, qui trouve de nouvelles idées, qui propose de nouvelles choses. Or, World of Warcraft n'a jamais été vraiment confronté à un autre MMORPG qui l'a remis en cause. Ce qui fait qu'il s'est essoufflé, et qu'au bout d'un moment, d'autres jeux massivement multijoueurs ont, grâce à d'autres principes de jeux massivement multijoueurs, ont pris le dessus sur le marché. Donc les jeux de shoot à la troisième personne en massivement multijoueur, c'est actuellement ce qui marche le mieux. Fortnite et autres, H2G2, enfin je sais plus le nom de certains jeux, ça me revient pas, mais bon, on va dire Fortnite, c'est celui le plus populaire. Donc tout ça pour dire, en 2016, World of Warcraft n'est déjà plus aussi populaire, ce qui fait que l'adaptation cinéma arrive presque en retard. Et lié à ça, les fans de la première heure, par contre, sont eux ceux qui étaient de plus en plus visés par le film. Donc il n'était plus possible de faire un film en allant trop loin, en distordant trop la source de base, parce que, je pense, la popularité n'était plus là. C'était plus le phénomène social que c'était 6 ou 7 ans avant. Quand je pense que quand la production de Warcraft, le film, commence, World of Warcraft est encore le premier jeu massivement multijoueur mondial. Quand ils sont au milieu de la production, c'est plus le cas. Et du coup, Duncan Jones a été contraint, j'imagine, notamment par la production, en tout cas, lui-même a dû y penser, qu'il fallait absolument que les fans soient quelque part satisfaits. Parce que là, on était sur un très gros budget. 5 ans de production, c'est beaucoup, même pour un blockbuster. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres podcast qu'un blockbuster c'est 150 millions de dollars de budget pour commencer à être un blockbuster. Alors 175 millions, autant vous dire qu'on a les deux pieds dedans. Et après c'est entre 3 et 4 ans de production complète, pré-production, tournage et tout ça. Là 5 ans c'est vraiment beaucoup. Mais je pense que ça veut dire que le film a été remis en cause plusieurs fois et qu'il a vraiment été question à certains moments de repenser l'approche du film, j'en suis quasiment certain. Sachant que Duncan Jones a été assez prolixe là-dessus, a plutôt pas mal parlé de la production en expliquant qu'il a changé beaucoup de choses en cours d'écriture pour, selon lui, correspondre le mieux possible à l'esprit du jeu. Et je pense qu'il a vraiment essayé de le faire. Mais de l'autre, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que ça a été aussi pensé de manière stratégique. Quand on arrive à de telles sommes d'argent, on n'envoie pas bouler les fans et les gens qui attendent le film avec impatience. On les prend pas pour des idiots si on n'est pas idiot. Et quelque part, ça vous explique un peu la difficulté d'écriture de Duncan Jones. Il n'a pas pu tout à fait s'affranchir des fans et je pense que c'est un souci. Ou peut-être qu'il n'a pas pu s'affranchir du fan en lui. Mais c'est l'interprétation que j'en ai. Je vous l'avais dit, Warcraft est un projet de film passionnant. Il évoque beaucoup de choses complexes qui, à mon avis, sont liées à l'identité d'un projet qui était vraiment très complexe à faire et qui, quelque part, quand je vois le résultat, j'ai de l'admiration pour Duncan Jones, du résultat, honnêtement, parce que c'était vraiment très compliqué, mais on va en reparler. Hein. Donc, Duncan Jones a réalisé et a écrit le scénario. Je vais vous faire le pitch. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Chez les orques, l'heure est grave. Leur monde se meurt, et bien que leur nouveau leader, Gul'dan, ait trouvé une solution, c'est-à-dire créer un portail interdimensionnel qui leur permettrait de découvrir un nouveau monde, celui des hommes, le chef des loups de givre, Durotan, n'est pas à la fête.
Gul'dan utilise une magie étrange, noire, qui a l'air de se nourrir de tout et de tout détruire. Et loin de lui l'idée que son fils, qui va bientôt naître, vive dans un monde tel que celui-là. Mais pour l'instant, il ne sait pas trop quoi faire, et il décide de suivre Gul'dan dans ce nouveau monde. Dans ce monde, les humains, eux, découvrent petit à petit l'arrivée des orques et de cette nouvelle menace qui détruit tout grâce à cette magie étrange qu'on appelle le Fel. Le lieutenant en chef de l'armée des hommes, Lothar Anduin, est contacté rencontre par hasard, en fait, un jeune sorcier, Khadgar, qui lui apprend que cette magie, le Fel, doit être absolument ramenée à la connaissance du grand mage et du gardien, qui s'appelle Medivh, le gardien de toute Azeroth, le monde des hommes. Sur cette base simple, va se créer une histoire de retournement de situation et d'attachement émotionnel entre Lothar, une jeune femme orque, Garona, qui va se retrouver entre ces deux mondes, le monde des hommes et le monde des orques, et Khadgar et son grand maître Medivh, le gardien de l'univers d'Azeroth. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans le pitch, mais ça vous donne à peu près une échelle d'idées. Sachez juste que le film s'appelle Warcraft, ce qui veut dire... Warcraft, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais War... Donc c'est un film de guerre d'Heroic Fantasy. Donc tout l'enjeu va être de savoir pourquoi cette guerre entre les hommes et les orques va commencer et qu'est-ce qu'il va, a priori, la faire perdurer et la fait perdurer depuis des années. Bon Dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Ah oui, bien colle-toi ça au cul et Ramon. Alors, la première chose que je vais aborder, les coutumes ont la vie dure, c'est les décors. Mais là, on est dans un cas d'école très intéressant. Comme je vous l'ai dit, Warcraft est un blockbuster. 175 millions de dollars, gros budget. Sur un univers qui est basé sur un jeu vidéo qui est devenu un jeu vidéo multijoueur, c'est-à-dire au départ c'était un jeu vidéo fixe avec un univers fixe qui était géré par un scénario, donc déjà c'est complexe, mais en plus quand on rajoute à ça la donnée massivement mutuelle joueur, ça devient monstrueux parce que il faut renouveler des pans entiers de cartes sur lesquels les joueurs ne peuvent pas aller pour renouveler petit à petit l'envie d'y jouer. Vous comprenez l'idée? Les joueurs, le jeu libre, entre guillemets, le jeu massivement multijoueur n'a pas de scénario au bout d'un moment, ou alors il a un scénario qui a une limite, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les joueurs sont libres de refaire ce monde un peu à leur sauce, de se balader. Et il se trouve que, au bout d'un moment, pour relancer l'intérêt, on crée de nouveaux mondes, de nouvelles pans de cartes, de nouvelles grottes, et ainsi de suite. Donc on a grandi cet univers, et l'univers devient immense, ce qui est au plus grand plaisir des joueurs, mais qui rend forcément cet univers de plus en plus complexe, pas forcément cohérent, c'est très difficile de garder la cohérence scénaristique à travers tout ça, et en plus, ça le rend beaucoup trop touffu pour être adapté tel quel dans un récit de cinéma. Il y a déjà un gros problème de base qui est l'univers est très très dense. Et Duncan Jones a fait un choix qui, à mon avis, a déjà mis son film en difficulté au niveau des décors, c'est qu'il y a beaucoup trop de lieux dans ce film. Je vais donner un exemple. Le film est comme ça, mais je vais donner un exemple. Le personnage de Lothar, donc notre fameux chevalier là, doit, bien sûr qui est le meilleur bretteur et ainsi de suite, évidemment, je parlerai du casting après, qui est assez intéressant et en même temps qui s'est un peu cassé la gueule, mais je vais expliquer ça après. Donc notre chevalier Lothar rencontre le fameux apprenti magicien qui ne l'est plus, défroqué si j'ai envie de dire, Khadgar, et il le rencontre alors qu'il a été attrapé en train de grosso modo vérifier des cadavres sur un champ de bataille, je caricature. Et donc il le rencontre dans une prison, ils ont une scène ensemble où grosso modo Lothar le saisit, comprend que c'est un magicien, qu'il est apprenti, machin, il lui demande ce qu'il faut là. Ils vont voir dans une autre pièce un cadavre qui a visiblement été possédé par la fameuse magie maléfique dont je parlais avant, le Fel. Et donc Khadgar le remarque, et ensuite ils vont rencontrer le roi Vryn, qui est le roi des hommes à Azeroth, pour l'alerter de la situation. 3 décors différents. Un cachot, où grosso modo Lothar va rencontrer Khadgar, ensuite une pièce avec les cadavres, où on va rencontrer, grosso modo, ils vont constater que le Fel a été utilisé pour tuer des humains, machin, blabla, et encore un autre décor où ils vont rencontrer le roi Vryn, où on va se rendre compte que la femme du roi Vryn est en fait la sœur de Lothar, blablabla. Dans l'idée, dans le texte, c'est intéressant. Dans les faits, et surtout dans la situation de cinéma,
C'est une séquence qui... en fait, ça devrait être réglé dans une seule séquence, et c'est réglé en 3, grosso modo, séquences qui, en fait, n'ont pas vraiment de corps, et qui, à mon avis, ont créé trois événements malheureux. Le premier, c'est qu'on a claqué du pognon pour faire des décors qui, à mon avis, étaient assez interchangeables et qui n'avaient pas d'intérêt à être là. Que Khadgar soit mis au cachot est logique. Qu'ils aient besoin d'une salle où entreposer les morts pour vérifier les corps et ainsi de suite, une sorte de comment on appelle ça encore, de médecin légiste, à la limite, je dis pas le contraire, et que le roi soit dans une salle un peu plus, une sorte de salle de... C'est pas une salle de banquet, je crois que c'est une rencontre dans une sorte de taverne, où ils ont installé grosso modo leur QG de guerre, blablabla, parce que c'est la guerre. Pourquoi pas? Mais en fait, ça démultiplie les conséquences et les événements en les éloignant les uns des autres, et ça rend le film chaotant. Donc, grosso modo, j'ai trouvé qu'il y avait souvent, et c'est manque d'expérience, hein, tout simplement, de Duncan Jones, qui jusque-là n'avait pas fait de blockbuster d'Heroic Fantasy. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas tant de réalisateurs que ça qui en ont fait, hein, aussi des blockbusters d'Heroic Fantasy. Chercher, c'est un truc très casse-gueule. La plupart du temps, on se casse la gueule et ça merde. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui s'en ont sortis, il faut être clair. Les films d'Heroic Fantasy à gros budget qui ont été des foirages complets, il y en a des pleines pelletées. Par contre, qui ont été réussis, il y en a franchement peu. C'est pas pour rien que pour le Hobbit, on a rappelé au final Peter Jackson, je reparlerai du contexte à l'occasion si je fais une critique du Hobbit, mais alors qu'au départ c'était Guillermo del Toro, qui est pourtant un réalisateur qui a fait des blockbusters et qui sait s'y frotter, qui est un excellent réalisateur, tout aussi bon que Peter Jackson. Mais voilà, c'est un truc très particulier le blockbuster, et notamment l'Heroic Fantasy, parce qu'il s'agit de doser à un moment donné où on met le pognon, et où on va pouvoir accélérer tout en gardant la cohérence de l'univers sans le rendre trop pauvre, et où on va pouvoir étaler du décor et de l'ampleur quand il le faut. C'est très difficile à sentir et ça fait perdre du pognon à une vitesse folle. Là en l'occurrence, on a vraiment, dans l'exemple de découpage que je vous ai donné, on a vraiment l'exemple typique d'une dépense inutile. Le décor du cachot de grosso modo, on retrouve Khadgar, qui est peut-être réutilisé après, hein, c'est pas un souci, je veux bien l'entendre, mais ça n'apporte rien. La salle grosso modo mettre la découverte du cadavre et l'étude du cadavre dans une autre pièce, c'est cohérent, mais encore une fois, ça n'apporte rien, ça n'apporte ni ampleur ni profondeur à l'univers, parce que ça reste des décors finalement très pauvres et très directs. Et la taverne où on retrouve le roi, finalement on le retrouve dans une sorte de... Je sais pas si c'est une taverne ou si c'est une sorte de maison de vacances, mais grosso modo, c'est pas très parlant. Le roi, il faut le retrouver pour la première fois, il faut le retrouver dans son palais. Il faut le retrouver en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Si on doit confronter Lothar au roi et Khadgar et tout ça, ça doit être dans un lieu qui est stratégique, un lieu qui impose quelque chose en termes d'histoire. Et c'est pas le cas. C'est assez étrange ce lieu-là, parce que le film est bourré comme ça d'endroits, une accumulation d'endroits qui, à mon avis, n'avaient pas tant d'intérêt que ça, autre que de dire l'univers est grand, les personnages se déplacent. Mais en fait, on s'en fout. Donner de la profondeur et de l'ampleur à un univers, et ça, franchement, Peter Jackson l'a très bien compris, et je trouve que c'est le Seigneur des Anneaux dans ce sens-là, le 1, et la communauté de l'anneau est un exemple à suivre, vraiment quasiment à la lettre, tellement c'est efficace. Ce découpage des événements et des lieux est un gaspillage d'énergie, on s'en fout, mais un gaspillage c'est pas d'argent, hein, parce qu'à la limite on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus un gaspillage de moyens en termes techniques. Je vais vous donner un exemple simple de découpage qui aurait été efficace et dynamique. Lothar est appelé sur un lieu on peut arriver directement d'ailleurs, hein, sur un lieu de guerre, il vient d'arriver, il y a des tas de gens qui sont morts, ils comprennent pas ce qui s'est passé, là il tombe, on est tombé sur lui, ou alors lui-même voit, allez on va le transformer en Superman, il voit Khadgar en train de fouiller un cadavre, il va voir le mec, il le chope, il dit mais merde il a des pouvoirs, c'est qui ce gars-là? Et on a tout, il vient de découvrir en flagrant délit que le fel a été utilisé pour ça, un, qu'il est apprenti sorcier et que donc ils peuvent les emmener voir Medivh, et deux, il pourrait même avoir le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est venu avec sa garde pour voir ce qui se passait là, merde. On a entendu parler, machin truc, et ils sont déjà partis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on peut faire avancer l'histoire de manière beaucoup plus dynamique, se faire rencontrer les personnages dans un lieu, et donner de l'ampleur, parce que ça pourrait être, au contraire, au lieu de mettre tous ces moyens dans des décors petits, ce serait un grand village brûlé, avec une garnison qui s'est fait attaquer, quelque chose de beaucoup plus... en plus, qui est dans la gravité du moment. Le problème, c'est qu'en constatant aussi les attaques des orques après ou de loin, le film a du mal à gagner en intensité tout de suite. C'est ça qui est assez étrange. Après, je modère tout de suite ce que je dis dans la partie scénario. Le film, contrairement à beaucoup de gens, j'ai lu que le scénario était mal écrit. Je ne pense pas que le scénario soit mal écrit, je pense même qu'il est très bien écrit. Je pense surtout qu'il y a eu un problème d'équilibrage dans la manière dont les personnages sont amenés les uns par rapport aux autres. Par exemple, les orques sont particulièrement bien personnifiés. Le personnage de Durotan, sa femme Draka,
le personnage de Gul'dan, tous ont vraiment des fonds et je trouve des enjeux qui sont plutôt intéressants. Alors Gul'dan un peu moins, mais vraiment Durotan pour moi est le personnage intéressant du film limite. Et le problème c'est que les personnages humains en face, Lothar et son histoire avec Garona aussi sont plus bancales. Le rapport aussi entre Medivh et comment ça s'appelle et mon copain Khadgar est intéressant encore une fois sur le fond, mais c'est pas très bien modéré, pas très bien, comment dire, équilibré. Mais je vais revenir là-dessus, vous allez comprendre où je vais en venir. Donc je tenais à pointer ça sur les décors, c'est juste pour donner un exemple. Alors c'est toujours facile de venir faire le malin, dire il aurait fallu écrire comme ci, comme ça. Mais l'enjeu, c'est pas tant de changer le film, parce qu'encore une fois, moi j'apprécie plutôt ce film. C'est plutôt de pointer que le film a eu des vrais déséquilibres, et ce, dès sa conception. Vous savez, les décors, c'est un truc long à monter, hein, c'est lourd. Donc ça a été écrit bien avant. Et à un moment donné, dans l'écriture, je pense qu'il y a eu une difficulté de Duncan Jones et de son co-scénariste à accélérer la narration quand il le fallait, à sentir les moments où il fallait, grosso modo, que les personnages se percutent et commencent à rentrer en interaction les uns avec les autres, sans forcément rentrer dans des mécanismes de « ils se rencontrent et puis ils font ça, et puis ils vont voir l'autre ». Non, il faut que ce soit vraiment « ils se rencontrent et ils se rendent compte que ça. » Vous voyez, il faut qu'il y ait un effet boule de neige des événements. Et ça, le film a du mal, quand on passe au monde des humains, quand on commence à se rendre compte de l'impact de ce que font les orques en arrivant. Ça, c'est un peu trop chaotant, entre guillemets, même s'il fallait des moments de pause et faire en sorte que le monde puisse exister en soi. Je donnerai un autre exemple par rapport au décor, je pense que je trouve assez intéressant, c'est l'accumulation au bout d'un moment de vouloir montrer cet univers et de faire référence aux jeux vidéo. Alors il y a un plan qui a beaucoup énervé les fans, mais qui à mon avis, était aussi un hommage à eux, mais qui a été mal pris. C'est un plan où on voit grosso modo la carte. Grosso modo, c'est un plan de dessus. Un plan, je caricature en drone, mais pas vraiment. Où on voyage de village brûlé en village brûlé. On voit grosso modo les conséquences de dessus. Des attaques des orques avec des villages brûlés, des garnisons et des petits champs de bataille à gauche à droite au travers de forêts. Et ça fait vraiment référence au jeu Warcraft et aux cartes du jeu, puisque c'était un jeu, comme je l'ai expliqué peu avant, un jeu stratégique, donc on devait pouvoir déplacer des troupes de guerre d'un endroit à l'autre, et donc il fallait qu'on puisse regarder la carte du dessus. Donc cet effet de décor-là, cette utilisation du décor-là est une référence que j'ai trouvée intelligente. J'ai trouvé qu'elle arrivait au bon moment dans le film et qu'elle passait naturellement comme un plan du film, comme un plan narratif de cinéma, tout en étant une vraie référence au jeu. Mais ça a été... Les fans n'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé que c'était maître du jeu dans le film. Mais je pense vraiment que... Moi, quand j'avais vu le première fois le film, j'avais même pas souligné ça. J'avais juste vu un bon plan intéressant qui montrait ce qui se passait. Mais ça a été mal pris par les fans qui ont considéré que c'était maître du jeu dans le film et que ça n'avait pas sa place là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours délicat de trouver cet équilibre-là entre faire référence à quelque chose et bien l'utiliser. De mon point de vue, Duncan Jones l'a parfaitement utilisé. Du point de vue des fans, ils ont vu ça comme une sorte d'hommage un peu facile, et ils l'ont mal pris. Et je pense aussi que c'est parce que Duncan Jones a tellement voulu respecter les fans qu'au bout d'un moment, il s'est lui-même mis des difficultés où il n'avait pas besoin d'aller, qu'il n'avait pas besoin d'affronter, à mon sens. Après, le dernier point que je pourrais faire sur les décors, c'est que il y a eu un problème d'équilibrage de conception. Autant certains décors sont réellement intéressants, la cour du roi notamment et son palais, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses que je trouvais vraiment pour le coup bien faites. Ils ont une salle de stratégie qui a l'air d'être pas sous mansarde, excusez-moi, je trouve plus le terme, sous loggia. J'ai trouvé vraiment le lieu intéressant, on sent qu'ils sont proches du cachot, tout ça, et on sent qu'il y a plusieurs pièces, que le palais est assez grand. C'est plutôt beau en termes de conception, et quand je dis beau, c'est simple, c'est qu'on utilise des pierres grises, il y a ce contraste qui vient du jeu vidéo, on a ces armures très brillantes, des couleurs très pétantes, avec je vais revenir sur les costumes dans la partie effets spéciaux, vous allez comprendre où je vais en venir. Le look des personnages aussi est un sujet en soi, mais les armures brillantes avec les grosses épaulettes et le côté massif en pierre du palais renvoie vraiment à un monde qui est quelque part un monde qui est dans la guerre. C'est pas un palais qui est fait pour faire joli, vous voyez ce que je veux dire, en bois avec des murs fins. C'est des pierres lourdes, c'est des armures lourdes. On sent vraiment que la guerre fait partie de cet univers-là et qu'au sein de l'Alliance qui réunit humains, nains, elfes, et on les voit, et j'en parlerai après, il y a
c'est pas une alliance qui va bien. On est même plutôt en train de se prendre la tête régulièrement. Et on a un petit passage du film qui essaye d'exprimer ça, mais qui, à mon avis, manque d'ampleur pour que ce soit complètement perçu. C'est compris par le spectateur, mais je pense que ça manque d'ampleur. Mais je reviendrai là-dessus après. Tout ça pour dire, on passe de décors qui sont logiques et cohérents, mais on a globalement un manque d'ampleur. Mis à part la salle du trône, qui est vraiment intéressante et qui renvoie à l'ampleur que le film voudrait avoir, très souvent on a une sensation de confinement, de petitesse. Comment on peut dépasser ça? Parce que construire des décors en vrai immenses, ça coûte un pognon monstrueux. Je vous renvoie à un exemple plutôt réussi, c'est le moment dans le film Alexandre de Oliver Stone, où Oliver Stone a fait construire un décor de la cité d'Alexandrie, je sais plus où, parce qu'il a fondé plusieurs Alexandries, mais maintenant je sais plus où c'est. Bon, je pense que c'est l'Alexandrie la plus connue, où il arrive et il rentre dans une pièce qui est supposée être j'allais dire le bésodrome, mais le harem, excusez-moi. Mais quel mec vulgaire, mais c'est tristissime. Quelle indignité. Il rentre dans le harem, donc, du sultan, et la pièce a l'air immense, sur plusieurs étages grandes. Alors, il y a des femmes, des hommes un peu partout. Il y a toute une fontaine et tout, mais la pièce a l'air vraiment très très grande. C'est-à-dire que l'ampleur de la puissance du sultan, avant, je ne sais plus si c'est un sultan, je crois que c'est un sultan, ou du roi tout simplement, est énorme. Mais ça a coûté un fric monstrueux, il a fait claquer du pognon énorme sur ce décor-là. Mais à contrario, dans le reste du film, on a beaucoup de scènes où les personnages sont grosso modo dans des coins de forêt, c'est des couloirs, quoi. Mais ça gêne pas parce que c'est le bon moment. C'est parce que souvent, quand ils sont dans la forêt, la plupart du temps dans le film, ils sont dans la nuit, c'est la nuit. Et du coup, on n'a pas besoin d'une très grande ampleur, ils ont même pu tourner ça en studio, ou alors dans des coins très simples à remonter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sentir ce dosage-là. La nuit, on n'a pas besoin de grande ampleur les trois quarts du temps, parce que ça ne fonctionne pas. On ne voit pas assez pour que l'ampleur se prenne. Vous voyez, c'est des feintes de ce genre-là, des finesses de ce genre-là qui font qu'on arrive à donner de l'ampleur ou pas. Et là, en l'occurrence, on sent pas cette intelligence-là, Duncan Jones l'a pas eu. Ce qui fait que très souvent, il veut donner de l'ampleur tout le temps, et il n'a pas les moyens. C'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop cher. Du coup, on se retrouve avec des décors qui mixent des idées de conception bien faites avec un manque global d'espace, de grandeur. Les combats se passent dans la forêt, ont l'air d'être trop petits. Il y a constamment cette sensation, et le film, alors ce dont je parle là est sensible, mais concrètement ça veut dire que les forêts sont densifiées, et ça correspond à l'univers, mais justement pour éviter de montrer que c'est trop petit, que c'est trop court, que souvent on a le film, les trois quarts du temps, montre des escarmouches. Et d'ailleurs, quand le film passe à des batailles de grande ampleur, il a souvent des plans qui ont du mal à conserver de l'ampleur. C'est pas dans la partie décor, je vais parler plutôt je vais faire une vraie partie, on va dire, cascade, dédiée aux scènes de bataille d'ampleur, parce que c'est aussi un cas d'école très intéressant, ce film, de choses réussies et de choses beaucoup moins réussies dans le domaine. Donc voilà, je voulais juste pointer ça. Globalement, les décors sont, en termes de conception, bien faits, mais en termes d'utilisation cinématographique, ils ont tendance à ne pas fonctionner. Ça veut pas dire... Du coup, le film marie ce paradoxe étrange d'avoir un univers qui est cohérent, qui est plutôt... auquel on arrive à croire, mais le film n'arrive pas à faire monter l'ampleur et la gravité de ce que cet univers... de ce à quoi, cet univers est confronté. Et je vais finir cette partie sur les décors en parlant du Seigneur des Anneaux et de la communauté de l'Anneau là-dessus. La communauté de l'Anneau commence avec un univers très maîtrisé qui est celui de la communauté, du monde des Hobbits. En donnant vraiment énormément de poids à la comté, on voit beaucoup de plans du dessus, on a beaucoup de plans qui vont d'une maison à l'autre, on soigne énormément le moindre sentier, le moindre champ. On n'arrive pas à ne pas croire au monde des Hobbits dans la première partie du film. Pourquoi ? Parce que le film doit, dès son départ, dès son début d'univers, être tellement vraisemblable, nous faire penser à une campagne, on va dire, stylisée, avec des petits gnomes dedans, parce que si on arrive à croire à cet univers-là, une fois qu'ils le quittent, tout ce à quoi les personnages vont se confronter va constamment contraster avec là où on était au début, avec la cohérence de leur univers et la beauté bucolique de l'univers des Hobbits. Pourquoi c'est intelligent ça ? Au-delà du fait que c'était dans le livre et que Jackson l'a compris,
c'est aussi cinématographiquement viable. Plus vous partez d'un univers dans lequel vous avez eu le temps de voir que tout est vrai, que dans les maisons il y a des tas d'objets, de choses, il y a trop de choses à l'œil qui ont l'air cohérents, qui ont l'air d'être véritables et qui le sont. Je ne vous raconte pas le nombre d'objets qui ont été construits spécifiquement pour être dans la maison de Bilbo, rien que pour densifier cette cohérence, cette vraisemblance-là, que vous voyez sans voir à l'écran, et qui fait que quand ils partent, et qu'on passe par des décors beaucoup plus rustres et beaucoup plus rapides, comme celui du Poney Fringant, qui est le premier lieu, à proprement parler, le premier village, le premier lieu d'hommes qu'on voit dans le film, c'est extrêmement réduit comme décor, et on y croit. Parce que là, grosso modo, le décor est beaucoup moins intéressant techniquement, mais on met plein d'humains partout, c'est une taverne classique avec des mecs bourrés dedans, on est dans de l'heroic fantasy pur et dur, mais en même temps dans un côté moyenâgeux, et on monte petit à petit dans l'univers des hommes vers quelque chose de l'ordre du royal. Mais on n'y arrive que dans le film suivant, avec... comment dire, les Rohirrim et... j'ai oublié comment ça s'appelle, les Rohirrim, les seigneurs des chevaux, le Rohan, voilà. Et le Rohan est montré directement comme un petit royaume. Donc avec une petite salle de trône, c'est plutôt des nomades avec des chevaux, machin, blablabla. Helm's Deep, donc le donjon arrive dans la deuxième partie du deuxième film, vous voyez ce que je veux dire? On monte en ampleur, petit à petit, avant que dans le dernier film, on arrive à Minas Tirith, qui est la grande cité royale des hommes, qui est immense, où le film exagère un maximum en faisant une ville immense, mais surtout, il n'a pas montré cette première cité. Il a juste fait un plan dans le premier film très rapide sur cette cité, et on y revient, on a eu 3 films pour s'habituer à cet univers, à ses codes, à sa nuance, et on est arrivé petit à petit à un univers de pure heroic fantasy, avec une ville beaucoup trop grande pour exister, des armures et tout le tintouin. C'est cette progression-là, cette intelligence de la progression-là, Duncan Jones ne l'a pas eue. Il a voulu tout de suite imposer l'univers de Warcraft, et ne pas, grosso modo, laisser le temps à l'univers de se créer devant le spectateur. Il l'a frontalement imposé. Et là, je parle vraiment de l'univers humain. Mais ce qui est paradoxal, et c'est comme ça, c'est là-dessus que je finirai sur la partie décor, vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que du côté des orques, le côté rural, le côté moyenâgeux, nomade des orques, en face, est hyper réussi. Hyper réussi. Parce qu'il est beaucoup plus maîtrisé. Parce que clairement, le point de vue de Duncan Jones, ce qui l'intéressait le plus, c'était de raconter l'histoire de Durotan, et ça se voit. Et dans les décors, ça veut dire que tout est logique. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste. On a du mal à tout à fait croire à l'univers des hommes, alors qu'on passe par des pièces, des tavernes, on multiplie les lieux pour nous dire « mais si, c'est vrai, mais si, regardez, ça existe ». Alors que chez les orques, on passe très rapidement par des tentes, où ils ont différents éléments, on passe au milieu des tentes, et du côté, on va dire, complètement une horde, quoi. Leur truc, c'est la guerre, et on arrive à y croire tout de suite. Parce que justement, les différents éléments sont clairs, directs, et vont droit à un but précis, qui est de montrer le côté guerrier de cette culture. Et commence à créer des dissensions entre eux, des dissensions qu'on peut comprendre tout de suite. Là où l'univers d'Azeroth et des hommes a beaucoup plus de mal à se mettre en place et à devenir vraisemblable, et la multiplication des décors n'aide pas. Voilà, je vais finir là-dessus sur la partie décor, mais vous voyez déjà poindre un peu ce qui est problématique dans ce film, qui est pourtant, j'insiste, vraiment très intéressant dans sa démarche aussi. Mais on va enchaîner avec la question des batailles, et vous allez comprendre du côté... Je vais parler des effets spéciaux et des batailles, de l'action en même temps, vous allez comprendre où je veux en venir, sur ce qui, encore une fois, va poser problème dans la perception de Warcraft. T'es touché? Tu pisses plein de sang? Une goutte de sang, ça me gêne pas. Ah, ok. Et si ça pète, ça te gêne? Donc on y va pour la partie effets spéciaux. La partie un peu plus où on va parler... Alors on va commencer sur les effets spéciaux, mais on va aussi parler de la partie action, et notamment de la mise en scène, des scènes de combat globales. Je vais en parler, vous allez voir, il y a plusieurs pans de choses. Oui, je sais, on est revenu à des bons vieux formats 10 fois trop longs, je suis redevenu un mec qui parle trop, je sais, les premiers fans sont là, les fans hardcore des débuts seront extrêmement satisfaits. Je sais, vous m'aimez... Bref, j'arrête, petite imitation pourrie. Donc, comment parler clairement des effets spéciaux? Parce qu'il y a deux choses. Il y a tout un univers en 3D, qui est celui des orques, qui sont faits en 3D, où le film a respecté, excusez-moi, lapsus révélateur, a respecté le jeu au maximum en ayant des orques énormes, beaucoup plus massifs que les hommes.
et donc les humains en face, avec des sortes de mi-races entre, qui est symbolisée par Garona, qui est complètement humaine physiologiquement, mais qui a des petites dents là sur le côté, petites dents dont je vais parler après plus en détail, notamment puisqu'on est dans la partie effets spéciaux. Donc on a cette partie là. Je vais être clair et net. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la partie synthèse avec les orques. Je n'en fais pas partie. Quand j'ai vu le film au cinéma et qu'on a cette première scène avec Durotan et sa femme, j'étais dedans tout de suite, j'étais impressionné. Moi, je reste impressionné quand je vois le film, parce que j'ai acheté le Blu-ray, c'est un film que j'aime beaucoup. Et je reste impressionné de la finesse des émotions, des regards, des touchers. J'arrive tout de suite à croire à ce couple, à cet enfant qui arrive et à la gravité de leur situation. Je trouve que c'est impeccable. Dans cette scène-là, il y a tout le savoir-faire et l'intelligence sensible de Duncan Jones. Je trouvais vraiment qu'il est brillant. C'est une très belle scène, on s'attache tout de suite à Durotan, on s'attache tout de suite à sa femme, et j'ai trouvé qu'au contraire, tout l'univers 3D des orques est porté par cette première scène, on y croit, les rapports qu'il a avec Gul'dan, avec son chef d'équipe, je sais plus comment il s'appelle, Main Noire. Je trouvais que l'univers des orques devient tout de suite sensible, intelligent. Alors tout n'est pas parfait, le personnage de Gul'dan, encore une fois, est discutable en termes d'écriture, il est franchement pas très subtil, mais on arrive vraiment à percevoir tout de suite la qualité de ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué ça en disant que ça faisait jeu vidéo. Honnêtement, personnellement, je trouve que c'est parce que c'est une adaptation de jeu de vidéo qu'on a dit ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler des adaptations de jeux vidéo, j'en parlerai dans la conclusion. Parce qu'il y a souvent des classements de quelle est la meilleure adaptation de jeu vidéo, blablabla. Je vais sabrer un peu ça, vous inquiétez pas, restez à l'écoute, ça va chier, là, on va calmer un peu de monde, là, on va sortir les grenailles. Tout ça pour dire... Tout ça pour dire, j'ai trouvé cet univers 3D particulièrement réussi, et moi, perso, je n'ai pas de critique à faire, j'ai trouvé que ça marche, j'ai trouvé que d'un bout à l'autre, les orques sont très bons. C'est plus discutable dans les scènes de combat, et je vais venir après, mais dans la partie, on va dire, narrative, la partie dramatique, j'ai trouvé que tous les personnages étaient excellents. J'ai réussi à croire aux émotions, à la finesse, à la complexité de leurs personnages en très peu de plans et en très peu de dialogues. C'est vraiment, je trouve, très réussi. Mis à part le personnage de Gul'dan, j'y reviendrai après puisque c'est le méchant du film, mais j'y reviendrai après. Dans la partie casting, j'en parlerai mieux. Donc cette partie-là, dans les effets spéciaux. Ensuite, on a la partie costume chez les hommes, et notamment la dégaine du personnage de Garona, mais je vais être plus clair. La partie costume chez les hommes a voulu tellement adapter le jeu. Dans le jeu, les hommes sont effectivement tels qu'on l'a vu dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont des armures qui sont des hypertrophies d'armure. Les épaulettes sont très grosses. On a les épaulettes qui remontent quasiment au niveau des yeux, en termes d'épaisseur. Les plastrons sont très gros. Tout est très gros. Et même s'ils ont réussi à gérer ça plutôt bien et que les acteurs ont l'air de se déplacer naturellement dedans, et on voit notamment Travis Fimmel qui joue Lothar Anduin faire des scènes de combat avec, et je trouve qu'il a l'air relativement à l'aise. Alors est-ce qu'ils ont rajouté les armures en 3D dessus? J'ai pas l'impression, et si c'est le cas, franchement c'est très réussi parce que j'ai rien vu. Ça m'a l'air d'être des armures réelles, des vrais costumes. J'ai trouvé... on arrive à croire qu'ils peuvent se déplacer avec et que ça fait partie de leur code, mais j'ai trouvé que ça rendait c'est un poil trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose de l'ordre de c'est des finesses, mais perso, j'ai trouvé que ça rendait le film un peu kitsch, un peu enfantin. Ça mettait tout de suite l'univers humain dans un univers d'Heroic Fantasy un peu maladroit. Ce qui est chaud avec l'Heroic Fantasy, là on parle vraiment d'une frontière qui est assez sensible, c'est de réussir à faire rentrer le spectateur moyen qui se fiche de l'univers d'Heroic Fantasy, qui trouve ça stupide, à lui faire croire à la vraisemblance de cet univers. Et je reviens vers Le Seigneur des Anneaux, ça a été très vite assumé par Peter Jackson qu'il fallait que les hobbits aient des habits de campagne simplistes auxquels on pouvait croire, qui relevaient de leur univers mais auxquels on pouvait croire, avec des écritures elfiques et des choses comme ça, mais que ça a été très discret. Qu'il fallait éviter tous les effets du genre les yeux qui brillent, les sourcils trop grands, les oreilles d'elfes qui font 15 mètres, et ce genre de choses, parce que justement, très vite, il sentait que les spectateurs allaient décrocher, allaient trouver ça kitsch, allaient trouver ça un peu ridicule, et il parle, lui, notamment du grand public à qui il essayait de faire croire à cet univers tout de suite. Il y avait cette intelligence-là dans Le Seigneur des Anneaux, et elle n'est pas là dans Warcraft. Ce qui fait que du coup, adapter les armures telles que dans le jeu vidéo, compréhensible, c'est fan et tout, c'est cool. Mais ne pas sentir le moment où ça devient un peu kitsch visuellement et que ça rend l'univers un peu ridicule, un peu invraisemblable, un peu trop cartoon,
ça a été un des premiers, pour moi, faux pas du film. Mais ça, à la limite, encore une fois, quand tu vois le personnage de Lothar Anduin se déplacer avec son armure, combattre avec, il est plutôt classe, il a plusieurs scènes de combat qui sont particulièrement, je trouve, charismatiques, et où il le fait vraiment bien. On sent son intelligence de combat et ainsi de suite. Il comprend très vite comment combattre les orques et il le dit à son fils, machin. Donc le personnage, je trouve, à cet endroit-là, est vraiment bien foutu dans l'action. Ce qui fait que du coup, à la limite, ça finit par passer. Quand lui se bouge avec ces armures-là, on finit par y croire, je trouve, et c'est plutôt réussi. C'est un pari plutôt cool. Malheureusement, en face, on a différents problèmes. Alors je vais commencer par les mineurs. On a différents personnages qui ont les yeux qui brillent, avec des longs sourcils. On voit les elfes notamment qui ont des grands sourcils très longs, des oreilles très grandes, avec les yeux qui brillent. Ça fait beaucoup de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on arrive dans le trop. Le pas assez ou le trop. Là, c'est le trop. C'est les elfes... Le grand public connaît les elfes. Il sait qu'avec des oreilles un peu pointues, bon voilà, c'est des Romuliens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des Romuliens ou des elfes. Il n'y a pas 200 solutions. Et là, en fait, en gardant les codes du jeu, c'est-à-dire les longues oreilles, les sourcils très longs qui passent sur les côtés, les cheveux blancs et les yeux qui brillent, ça commence à faire trop et c'est difficile à modérer. Et là, on sent clairement que dans la précipitation de la mise en place de l'univers visuel, Duncan Jones a manqué de modération. Ce qui fait que souvent, moi, quand j'ai les personnages dans ce film-là qui arrivent avec les yeux qui brillent, je décroche pas, mais je me dis, à chaque fois, je me dis, c'est un peu kitsch. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est dommage, c'est kitsch. C'est dommage, c'est kitsch. Et du coup, je pense que pour le grand public qui n'aime pas l'heroic fantasy ou qui a plus de difficultés à y aller, c'est rédhibitoire. Il sort du film, il se dit ouais ok là franchement c'est ridicule, on dirait mon cousin qui fait du cosplay. Et je pense pas que ce soit mal fait, il faut m'entendre, c'est bien fait, mais c'est mal mesuré. Adapter un univers visuel tel qu'un Heroic Fantasy, encore aujourd'hui, malgré Le Seigneur des Anneaux, malgré Avengers, malgré tous ces univers qui ont essayé, qui ont eu du succès et qui ont réussi à faire venir le spectateur vers l'Heroic Fantasy, ça reste une gageure, ça reste un geste compliqué, et faire venir le grand public vers ça, ça demande de modérer, de mesurer, de sentir quand on est dans le trop. Et malheureusement, à ces endroits-là, dans ces détails-là qui sont supposés faire vivre l'univers, le film est un peu dans le trop. J'ajoute un autre élément, les nains qui sont en 3D, qui sont réussis, j'aime beaucoup l'aspect esthétique des nains, et ça ressemble aux nains de Warcraft, sont moins bien insérés dans l'univers des humains que les orques. Quand les hommes et les humains quand les humains et les orques sont dans le même plan, on y croit. Quand les nains et les humains sont dans le même plan, on y croit moins. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les plans où les nains sont là sont souvent découpés. Il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les nains directement à l'écran et les humains. Parce que je pense qu'ils ont senti à un moment donné qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Il y a une part de photoréalisme qui... ça marchait pas. Ça n'arrivait pas à coexister. Donc là, j'ai presque envie de dire, à revenir encore vers Le Seigneur des Anneaux et le choix de Peter Jackson à l'époque, qui était une question de moyens aussi, c'était pas les mêmes moyens 15 ans avant. Maintenant, faire des personnages en 3D, c'est pas facile, mais c'est plus évident, on y va plus naturellement. Allez voir du côté du MCU, du Marvel Cinematic Universe et des Avengers et tout team pour en être convaincu. Mais en l'occurrence, le choix de Peter Jackson à l'époque, quand il a fait le fameux Concile d'Elrond, où on voit pour la première fois toutes les races être confrontées les unes avec les autres, le racisme des nains et des elfes les uns contre les autres, les humains du Rohan qui ont du mal avec les humains de Minas Tirith, qui eux-mêmes ont du mal avec Aragorn et les rôdeurs et blablabla, tout ça est très bien mis en place en termes visuels dans une scène qui a des enjeux très forts, avec des acteurs. Et on a mis au milieu des nains avec des prothèses, et on a joué sur des effets de plan, voilà, et c'est tout. Mais c'est des acteurs avec des prothèses, ce qui fait que on ne sort pas tout à fait de l'univers, et au final, ça finit par fonctionner dans le plan. Même si ça leur a demandé un casse-tête de fou d'avoir des personnages, des acteurs plus petits, machin, des doublures à la bonne taille, enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour vous donner une échelle d'idée. Dans les plans larges, où on a toute la communauté de l'anneau qui marche, en fait, c'était des doublures. Bien sûr, les hobbits n'existent pas physiquement, les acteurs ont une taille normale, donc c'était des nains, notamment des Indiens essentiellement, avec quelques enfants qui ont mis des prothèses et des machins. Il a fallu rectifier ça parfois sur certains plans numériques pour que ça marche. Bref, il y a des plans anodins dans la communauté de l'anneau qui ont été des casse-têtes monstrueux techniques. Donc ça veut pas dire que ça aurait été plus simple, mais je pense que ça aurait été plus organique et plus naturel. Voir les personnages agir les uns avec les autres dans certains plans, ça fait du bien et ça crée de la cohérence. Là, ça manque de plans d'interaction entre les nains de Warcraft et les hommes de Warcraft, les autres personnages. Ça manque d'interaction dans les mêmes plans. Et c'est assez flagrant puisqu'on a une scène de concile où on a le roi Vryn, le roi d'Azeroth, qui est confronté à
au fait qu'il y a certains humains qui veulent plus participer à l'Alliance, les nains qui disent on vous forgera plus rien parce que vous êtes des connards, les elfes qui disent ouais, franchement, ça fait longtemps, machin, et t'as le roi qui explique oui, mais non, mais on va être tous dans la merde si on s'unit pas, blablabla. La scène est intéressante, mais elle est trop découpée, elle manque d'interaction, elle manque de mise en ampleur, de plans larges où on les voit agir les uns avec les autres, ce plan qui arrive fatalement dans le plan du concile de la communauté de l'anneau à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est typiquement des choses qui montrent les insuffisances des choix esthétiques, donc des effets spéciaux vis-à-vis de la mise en scène, et le moment où Duncan Jones a eu du mal à modérer. Mais c'est difficile, hein. Encore une fois, j'insiste, hein. On est sur des très très gros budgets, des fois tu prends une décision, 1 an plus tard tu dois l'assumer, et tu dis merde, j'ai pas fait le bon choix, mais maintenant il faut tourner. Ou alors, il faut faire les effets spéciaux là tout de suite, parce qu'on est en montage, c'est comme ça, les plans qu'on a, on va pas remettre des thunes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est très délicat, et il faut avoir des balls pour retourner voir les gens en disant, écoutez, vous m'avez fait 175 millions, mais je pense qu'il faudrait 20 millions de plus, histoire de finolier tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? On parle pas d'une chips, là. Donc c'est délicat. Mais je vais encore aborder la question de Garona pour vraiment faire le tour même de la question des effets spéciaux qui, bien sûr, est liée aussi à l'attente des fans. Comment les fans voulaient voir leur univers au cinéma. Le personnage de Garona syncrétise. Ouais, je sais, j'utilise des grands mots, c'est pour ça que vous m'aimez aussi. Écoutez, vous apprenez des choses, votre cerveau s'agrandit. De rien. Je fais ça parce que vous avez besoin de moi. Je sais très bien que sur ma chaîne, vous êtes perdus. Ah là là. Mais je suis là, mes enfants, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Je sais que si demain j'arrêtais, j'en perdrais 10 d'entre vous, mais non, non, ça n'arrivera pas, non. Bon, j'arrête, oui. C'est déjà assez long comme ça. La décadence est en marche. Le personnage de Garona syncrétise donc ce que les fans ont critiqué. Un manque de modération dans l'adaptation, et c'est vrai, au niveau esthétique, clairement déjà au premier lieu. Et Garona, c'est le choix peut-être le plus discutable du film. Quand on a les personnages des orques qui marchent aussi bien à l'image, qui ont été bien choisis, qui ont été travaillés pendant des années, ça se voit, et dès les premiers plans, on y croit, arriver sur Garona, qui est une actrice avec des petites dents, là, mises sur les côtés, on ne passe les 3/4 du film à constater que ces dents sont fake, hein, enfin en tout cas moi je sais ce que je me dis dans le film, et de deux, que c'est pas très joli, quoi. Qu'elle en avait pas besoin. Elle aurait pu être orque, avec juste les oreilles pointues et vertes. Au final, même si c'est un personnage du jeu vidéo, vous voyez, c'est le genre de moment là où il faut faire le choix de dire « Ok, tant pis, on enlève les fameuses dents ». Je vais donner un exemple qui est très fort dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le moment où, dans la communauté de l'anneau, dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Tom Bombadil, qui est un passage qui est beaucoup aimé par les fans. Et du livre. Et à un moment donné, ils ont clairement pris la décision d'enlever cette partie de l'histoire parce que ça ne marchait pas, parce que ça enlevait du pouvoir à l'anneau, parce que c'était un détour, parce que clairement Tolkien avait écrit l'histoire, mais que lui-même avait plus envie d'assumer ce personnage après, que c'était un peu devenu une sorte de truc dont à un moment donné d'autres personnages parlent en disant on devrait demander à Tom Bombadil de s'en occuper, mais on peut pas, machin, blablabla. Bref, c'était clairement deux univers qui s'étaient rencontrés et Tolkien avait fait pas une erreur, mais ça avait posé problème dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Du coup, de l'enlever du film était cohérent pour garder la continuité, pour aller vers l'intrigue principale, c'est-à-dire This is about, l'histoire est à propos de Frodon et de l'anneau, point barre. Mais ça, c'était un choix hyper fort. Les fans leur sont rentrés dedans quand ils ont entendu parler de ça. Quand le film est sorti, ils se sont fait massacrer par une partie des fans du livre qui considèrent le film comme un échec d'adaptation. Faut bien comprendre ça, hein. Je suis pas d'accord du tout avec ça, mais faut bien comprendre que c'est aussi une réalité. Les fans, à un moment donné, ils te poussent à garder des choses qui sont pas bonnes pour le bien-être du film. Et là, Garona et ses deux petites dents sont clairement en train de... Elle jure constamment avec la finesse esthétique des personnages des orques. Constamment. C'est assez impressionnant dans le film, comme à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, entre guillemets, on a ce premier truc de se dire, putain, les petites dents... Non, quoi. Et les fans ont bondi et ont vraiment rejeté le film en force à cause de ça, en disant que c'était mal fait, que c'était ridicule, que ça ridiculisait le personnage du jeu. Bref, c'est toujours difficile de sentir ce truc, cet élément qu'on doit enlever au cinéma pour dire que le public va y croire ou pas. Et je vais donner un autre exemple, on va arrêter de parler du Seigneur des Anneaux, mais je vais vous donner un exemple similaire. X-Men 1, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres films, réalisé par Bryan Singer à l'époque, un film de 2000, si je dis pas de bêtises, ou de 99, je sais plus, je crois 2000, était le premier gros bad buzz que le film s'est mangé quand on a su qu'Hollywood allait faire une adaptation de X-Men au cinéma, qui était attendue par plein de fans, dont moi le premier, parce que j'étais un grand fan de la BD X-Men, c'était de ne pas utiliser les costumes colorés des X-Men. À l'époque, j'avais fait partie de ceux qui avaient brûlé au bûcher Bryan Singer de tous les côtés en disant espèce de connard, voilà, les X-Men c'est des costumes colorés, si t'es pas prêt à adapter ça, t'es pas prêt à les adapter, blablabla. J'avais tort à 300%. Pourquoi ?
La première chose, c'est que Bryan Singer, lui, il faisait le film pour le grand public, pas pour les fans. Il en avait pas rien à foutre des fans, mais quasiment. Hein. Ça s'est plus ou moins résumé à ça. Puisque ce qui l'intéressait dans X-Men, Bryan Singer, c'est ce qui l'a toujours intéressé pendant la quasi-totalité de ses films, c'était de faire une métaphore de la chasse, des répercussions de la chasse des nazis sur les juifs. Au travers des personnages des mutants. Faut être clair, hein, si vous regardez, c'est pas pour rien que X-Men 1 commence dans les camps de concentration. C'est ça qui l'intéressait, qui l'a toujours intéressé, et c'est resté le sujet jusqu'à Days of Future Past, pour vous donner une échelle d'idée. Dans X-Men Apocalypse, il peut plus trop traiter l'histoire comme ça, et ça se voit qu'il est un peu perdu. Mais il y a d'autres problèmes, bon, je vous renvoie à ma critique de X-Men Apocalypse, j'en parlais déjà un petit peu. Tout ça pour dire, il fait ce choix de quitter les costumes très vite. Coloré, pourquoi? Parce qu'il sait que ça va être clownesque, qu'avec les effets spéciaux, avec les effets de costume des années 90, fin des années 90, on va pas y arriver, que ça va rendre le film ridicule. Il a demandé un seul plan à être fait en 3D par John Dykstra complètement dans la scène d'action entre Wolverine et Dents de Sabre, et c'est un plan qui jurait déjà à l'époque où il est sorti, et aujourd'hui maintenant quand tu vois ce plan tu dis oh là là, il y a un Wolverine violet là d'un seul coup qui a l'air d'être désarticulé, qui fait en plus un truc qui est physiquement impossible, donc enfin bref. Il y a plein de choses où lui-même n'arrivait pas à croire quand les effets spéciaux lui ramenaient les plans, il se disait ça marche pas. Et donc il a vite compris qu'il avait besoin de rendre plus neutres les costumes, que ça allait déjà être des costumes, que les personnages, que les spectateurs allaient voir que c'était des costumes, et qu'une manière de modérer ça, c'était de rendre ça le plus neutre possible, le moins stylisé possible. C'est pour ça que les costumes dans X-Men 1 sont particulièrement neutres. C'est le moins le cas dans X-Men 2, où on sent déjà qu'il y a eu un bon technique, un bon technologique, que Bryan Singer l'a senti et que du coup il s'est amusé avec, et c'est pour ça qu'X-Men 2 est beaucoup mieux modéré. Mais ce choix fait bondir les fans, et au final, c'est ce qui probablement a permis à X-Men 1 de marcher et d'être mieux accepté par le grand public. C'est un film qui n'aurait pas été accepté avec un Cyclope en bleu, un Nightcrawler en rouge et noir, je caricature, vous voyez ce que je veux dire, un Wolverine en jaune avec des traits noirs, des rayures noires dessus. Bref, c'était intelligent et c'était un grand pas à faire à distance des fans pour que le film rencontre réellement un public qui aille au-delà des fans. Garona et ses dents, c'est la même chose. C'était un moment de dire ok, elle est orque à moitié, mais elle le dira. Elle est verte, ça suffit, elle est avec les orques, on a compris. Et c'était ce manque de modération-là. Des fois, un film, ça tient à un détail. Hein. Ça a vraiment rebuté beaucoup de gens. J'ai encore regardé des critiques avant d'enregistrer ce podcast, et il y a encore des gens qui en parlent de ces fichus dents. Ça a vraiment bloqué la perception du personnage. Et j'insiste, le personnage est plutôt bien écrit. L'actrice le joue bien. Hein. C'est vraiment juste un problème visuel, un problème de modération dans son apparence. Voilà, c'est triste, mais je pense que ça a vraiment fait du mal au film, et ça fait toujours du mal au film. Voilà pour la partie, on va dire, effets spéciaux, prosthetics, images et ainsi de suite. Pour le reste des effets spéciaux, j'ai pas trop de critiques à faire en soi. Je trouve que grosso modo, j'aime bien les tours de magie, n'importe quoi. La prestidigitation, non. La magie, et puis qu'ils disent Medivh, 4K, ou les autres, ou Gul'dan, j'aime beaucoup les effets, notamment du fel et tout ça. Franchement, aucun problème. Je trouve que ça, c'est un des trucs très bien modérés du film, ça donne beaucoup de chair au film, et le film assume complètement qu'il est dans un univers magique. Donc voilà, tu prends pas. Je reviendrai là-dessus dans la partie scénario, mais j'ai trouvé que globalement les effets spéciaux m'ont plu. Le golem aussi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Bref, honnêtement, c'est bien modéré. Encore une fois, il y a des problèmes dans la modération des décors, et ça joue dans la perception des effets spéciaux. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ah non, les effets spéciaux font kitsch. Non, regardez bien, les éclairs, le feu, les flammes, les effets du fel, tout est franchement réussi, c'est très fin. C'est les décors par rapport à ça qui vont vite gâter entre guillemets notre regard dessus, et a rendu ça un petit peu kitsch. Mais les effets spéciaux en soi sont vraiment réussis, je trouve, dans le film. C'est très très bien modéré. C'est plus la conjonction décor, look, esthétique globale et costume un peu mal mesuré qui font du mal aux effets spéciaux, mais les effets spéciaux sont bien foutus. Je vais tout de suite aborder la partie sur les scènes de guerre. Vous allez comprendre aussi un autre problème qui est vraiment pour moi aussi un petit peu ce truc qui enlève un peu d'ampleur, malheureusement aussi à Warcraft, et qui lui fait du mal. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Il y a de la monnaie à rendre. Les scènes de guerre dans Warcraft, je trouve qu'il y a deux identités différentes. On a les escarmouches, qui sont les scènes de bataille où il y a moins de personnages, notamment une scène dans Forêt au début du film qui est, je trouve,
plutôt bien géré, avec notamment Lothar, on le voit à cheval, se battre contre des orques. C'est la première rencontre des troupes de Lothar face à des orques, donc ils sont énormes, ils commencent d'abord à se faire écraser. On a le sorcier Medivh qui commence à préparer une incantation visiblement très puissante. On a le Khadgar qui le protège avec une bulle de protection. Donc on a vraiment le film qui rentre complètement de plein pied dans l'heroic fantasy guerrière, avec de la magie et tout. Il n'y a pas beaucoup de films qui l'ont assumé à ce point-là. Donc déjà, je trouve qu'à cet endroit-là, c'est quelque chose qu'on peut rendre à Warcraft, ça marche plutôt bien, et c'est plutôt une escarmouche assez réussie, avec des beaux plans assez spectaculaires. On a Lothar notamment, donc qu'on voit maîtriser des orques en utilisant le mouvement, en expliquant à son fils qu'il ne faut pas compter sur la force brute, ils sont trop costauds. On le voit éclater la main de Main Noire, et tout ça, c'est plutôt des plans assez classe. On a aussi, grosso modo, Khadgar qui utilise un pouvoir sur Garona et tout ça, qui la maintient. Je trouve que c'est aussi bien modéré, c'est assez réussi. Le pouvoir que déclenche ensuite Medivh, alors qu'ils étaient en train de perdre, donc montrant bien que Medivh est extrêmement puissant. Donc en termes de mise en scène, en termes de moments de film, c'est plutôt réussi. Bref, tout ça pour dire... Non plus, ça nous informe sur ce que fait le fel, sur les orques qui ont goûté le fel, qui l'ont pris, puisque c'est une sorte de poison, hein, et ceux qui l'ont pas pris, bref, voilà. Donc c'est globalement une séquence que je trouve réussie, qui est assez rythmée, avec notamment les orques qui arrivent progressivement, d'abord très gros, qui les écrasent, puis après t'en as certains qui arrivent ils se chevauchent des loups, ça s'appelle les loups de givre, des énormes loups comme ça, c'est vraiment classe. J'ai trouvé les effets spéciaux réussis à cet endroit-là, j'arrivais à croire aux loups, leur vraisemblance et tout, c'est vraiment cool comme séquence. Et en même temps, dans la palette colorée, on renvoie au fait que c'est un univers de jeux vidéo, je trouve que ça gêne pas. Donc on a des escarmouches comme ça qui sont plutôt réussis. On a d'autres escarmouches plus tard, une sorte d'embuscade qui est faite entre deux falaises, où là déjà ça souffre un peu plus, parce que le décor, cette fameuse creusasse de falaise est pas très... ça fait un peu décor, ça manque un petit peu de modération dans la photographie, donc comment mettre en scène cette scène, on sent que ça rame un petit peu. Les enjeux dramatiques de cette scène sont pas très bien amenés, notamment entre Lothar et son fils. Bah, c'est un peu transparent, mais je reviendrai sur l'écriture des personnages et sur les défauts là-dessus après. Donc on a du mal à croire à la séquence. Et en plus, ce que la séquence voulait mettre en scène, elle a du mal à le faire parce que les personnages, encore une fois, on a un manque de plan où les orques et les humains sont dans le même plan. Ça manque de chair pour les voir réagir les uns par rapport aux autres. Ça, c'est très important à un moment donné quand on veut donner complètement enfoncer une bonne fois pour tout le clou que ces personnages sont dans le même univers et se confrontent réellement les uns aux autres. On a plein de scènes de combat, mais ça manque par moments de scènes d'interaction entre les personnages humains et les orques dans les mêmes plans pour syncrétiser leur confrontation, mais aussi les petites finesses physiques qui font qu'on arrive à croire que les personnages interagissent les uns avec les autres. Encore une fois, je pourrais nommer le Seigneur des Anneaux, mais on peut même prendre Avatar, tout simplement. À un moment donné, c'est parce qu'on voit les personnages agir longtemps à l'écran avec les Na'vi, qui sont des personnages en synthèse, qu'on arrive à croire aux Na'vi. Après, encore une fois, je ne compare pas. Dans l'Avatar, il y a essentiellement les Na'vi et les humains. Il n'y a pas 60 000 races d'humanoïdes à faire interagir avec les uns avec les autres. Hein. C'est quand même pas le même cahier des charges, mais c'est pour dire, c'est de cet ordre-là, de ce qu'il manque quelque part à Warcraft. Et du coup, dans ces scènes de guerre, là, on a, je trouve, une plus grande staticité, une plus grande difficulté à donner de l'impact à ce qui se passe. Il y a des bonnes scènes, il y a encore une fois Lothar, on le voit combattre, il y a encore des scènes classes avec lui. Globalement, on voit aussi Durotan se battre, et tout ça, c'est plutôt cool, c'est assez réussi, mais on sent clairement que c'est une séquence où Duncan Jones était un peu moins inspiré, et aussi où, grosso modo, la mise en scène est un peu plus plate. Du coup, le côté escarmouche c'est une escarmouche un peu faible, ça manque un peu de tension visuelle, pas narrative, mais visuelle. Donc on a ça, on a d'un côté des scènes qui sont plutôt bien chorégraphiées, bien maîtrisées, assez trépidantes, et d'autres où déjà ça marche un peu moins bien. Ensuite, les scènes de combat d'ampleur, où vraiment les deux armées humaines et orques se confrontent, croisent des moments vraiment classe, que je vais pas spoiler, on a des duels et tout ça, donc Maggorath, je crois que ça s'appelle, donc le duel rituel des orques, qui est plutôt classe, c'est des belles scènes, on en a droit à 2 dans le film, mais je trouve qu'ils sont tous les deux plutôt cool à regarder, avec des scènes où les humains et les orques se confrontent, où je trouve que ça a beaucoup plus de mal à exister, parce que je crois qu'il y a les enjeux de la bataille ne sont pas assez clairs visuellement. Le bon exemple de ça, c'est encore une fois le Seigneur des Anneaux. Dans le gouffre de Helm, on sait que les Uruk-hai vont arriver, ils vont être hyper nombreux, il va falloir les repousser. C'est clair, net et précis, et on sait que plus ils avancent, plus les personnages doivent clairement aller vers un endroit
précis que le spectateur connaît pour se retirer, ce qui fait que tous les plans qui vont lier ces différentes étapes du combat vont être lus par le spectateur tout de suite, de manière évidente. Ils doivent pas s'approcher des murailles, donc on envoie des flèches, des canons, des machins, tout ce que vous voulez. Ils arrivent aux murailles, il faut défendre la porte et éviter qu'ils la cassent. Ils défoncent les murailles, ils rentrent, bon, il faut se regrouper, encore aller plus loin dans le château, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à lire ça visuellement très clairement, c'est attaquer un fort. C'est la même chose pour Minas Tirith. Là, on a d'autres enjeux dans la scène qui, à mon avis, arrivent trop tard. C'est-à-dire que, grosso modo, les humains savent qu'ils doivent faire une sorte d'attaque, je caricature, suicide. D'accord, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair de où ils vont aller. Grosso modo, ils attaquent un endroit qui est étalé avec une sorte de grande porte, et on ne sait pas où ils doivent attaquer. Donc déjà, il y a un premier problème en termes de cohérence, c'est qu'il n'y a pas eu ce travail d'éclaireur de dire « le mec que vous voulez buter, il est là ». Donc il va falloir passer par là, par-ci, par-là. C'est trop évident et trop plein sud, et ça manque à mon avis à la cohérence et à la compréhension de ce qui va se passer à l'image. Au final, on a une grande scène de bataille, on voit des mecs se battre, plus ou moins clairement on voit où les conséquences de ce qui leur arrive, ce qu'ils doivent faire ou pas, et du coup je trouve que c'est une scène qui a du mal à être lisible et à prendre de la réelle ampleur pour une scène de fin de film qui est supposée être massive. Je ne dis pas que la scène est ratée, notamment parce qu'elle a la chance de croiser deux endroits. Je ne veux pas spoiler comment. Il y a un endroit, une bagarre, entre guillemets, qui se passe à un endroit qui est assez spectaculaire et qui interagit directement avec ce qui se passe dans la grande scène de bataille. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est ce qui met de la dynamique dans le climax du film et ce qui fait que le climax n'est pas raté. Hein, ça marche plutôt bien. Mais la scène de bataille manque d'ampleur. Je ne sais pas si vous percevez un peu ce que je voulais dire. Une scène de bataille, ça peut vite devenir brouillon. Et il faut être très précis et très clair sur les enjeux pour que le spectateur ne s'y perde pas. Alors il y a cette idée de croisement entre guillemets des événements qui permet de lire l'action assez clairement, et le film a l'intelligence dans son écriture de rajouter des enjeux dedans, et je vais en parler dans la partie scénario, mais je pense que malgré tout le film n'a pas réussi à créer une scène de bataille de fin qui ait réussi à trouver l'ampleur d'une escarmouche aussi fun que celle, par exemple, de la fin de la Communauté de l'Anneau, tout simplement. Où, évidemment, maintenant, c'est comme ça, on est arrivé après Le Seigneur des Anneaux, donc les grandes scènes de bataille vont constamment être comparées à ce film. Il y a peu d'autres films qui ont réussi des grandes scènes de bataille de fin aussi épiques et écrites intelligemment. Je parlerai pas d'Avatar parce que je trouve que la scène de fin est mal écrite. J'ai fait une vidéo 40 minutes là-dessus. Oui, je fais de l'autopromotion, me faites pas chier. De toute façon, je le ferai quand même. Vous avez pensé au sexe ? Oui, mais vous savez, d'abord on travaille ensemble, et puis en plus de ça, je suis plus vieux que vous. Le casting de Warcraft est un casting intéressant puisque on sent, malgré le budget de blockbuster, que Duncan Jones n'a pas voulu aller vers des acteurs trop connus ou trop lourds à porter. Avec 175 millions, il aurait pu aller chercher The Rock pour jouer du Rotan. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'aurait pas été choquant. Il aurait pu aller chercher Ryan Reynolds pour jouer Lothar Anduin ou un autre. Non, il a choisi des acteurs qui sont pas des acteurs de série B, mais qui sont des stars un peu secondaires, comme Ben Foster, qui est connu pour avoir fait pas mal de films très connus, joué notamment dans X-Men 3 et tout, mais il a jamais vraiment fait de premier rôle, à part dans des films quasiment d'auteur. Je vous renvoie à l'excellent Le Programme, film sur Lance Armstrong, évidemment, sur l'arnaque et Lance Armstrong, que j'aime beaucoup, sur lequel je ferai une vidéo à un moment donné, vous allez voir, qui va être fleuve, très intéressant, et acteur que je trouve particulièrement bon, notamment aussi dans Hostage, film avec Bruce Willis, de Florent Milioseri, que j'aime beaucoup aussi comme réalisateur, bref. Tout ça pour dire, Ben Foster, Travis Fimmel, qui jouait donc Ragnar Lodbrok dans la série Vikings, et qui était très bon dans le rôle, et qui fait toujours le même type de jeu d'ailleurs. Enfin bon bref, il faudra montrer un film où il fait autre chose que du Ragnar Lodbrok, et là il refait la même chose, désolé, Lothar Anduin est très fort et très rapide, machin truc, mais dans l'attitude, dans les poses qu'il fait, on dirait carrément Ragnar, c'est assez dingue. Et donc tout un casting qui est finalement plutôt des acteurs de série B, quelque part. Je veux pas insulter qui que ce soit, mais c'est une réalité. Que ce soit Daniel Wu, qui est en fait l'acteur principal de la série Into the Badlands, et le créateur de la série Into the Badlands, qui joue Gul'dan, c'est pas un acteur de triple A. Dominic Cooper, qui joue le roi Vryn, pareil, c'est pas un acteur de film triple A. Paula Payton n'est pas une actrice de film triple A, c'est elle qui joue Garona. Donc tout ce choix de casting était clairement voulu par Duncan Jones pour maîtriser, je pense, son casting, c'est une réalité. Les acteurs AAA, c'est pas toujours évident de gérer avec eux. Et je pense aussi qu'il a choisi de mettre le budget ailleurs.
Et c'est aussi tout à son honneur, c'est compréhensible. Ça permet aussi de permettre aux spectateurs peut-être de rentrer plus facilement dans un univers d'heroic fantasy qui est très dense, en n'ayant pas d'acteurs qui va dépasser les uns des autres. Grosso modo, avec ce casting-là, avec ce casting-là, je pense que Duncan Jones dit, il n'y a pas vraiment de héros, c'est plus flou, plus gris que ça. Et ça, je trouve ça très intéressant comme démarche aussi. C'est bien vu, et je pense que ça joue dans la qualité de faire des orques, non pas des ennemis, mais clairement des personnages denses tout de suite. Et j'insiste, Toby Kebbell, qui joue Durotan, qui n'est pas un acteur que j'apprécie spécialement, qui est essentiellement un acteur de série B, eh ben, il a fait du super taf, avec les animateurs et tout, hein, mais il a fait, je trouve, du super taf, il est vraiment très bien. Et je trouve tout le casting au niveau, ils font vraiment le taf. Je mets un peu en retrait Dominic Cooper, parce que je trouve que le roi Vryn est un peu sans expression par moment, il est un petit peu trop transparent. Heureusement, sur la fin, il fait des choix qui sont vraiment intéressants et qui le rendent, je trouve, plus complexes. Mais globalement, j'ai trouvé le casting au niveau... Ah, d'ailleurs, pour le petit plaisir, l'énorme orc qui s'appelle Main Noire, joué par Clancy Brown. Clancy Brown qui restera à jamais dans ma vie et dans ma tête, le Kurgan, hein, de Highlander. Bref, acteur que j'apprécie particulièrement. Allez, on va se lâcher les petits kiffs, les petits... je m'auto-touche. Ce sont des acteurs qui intéressent personne. Bref, tout ça pour dire... Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Le casting est un casting de série B, ce qui est assez étonnant pour un aussi gros budget, mais c'est, je pense, un choix d'écriture logique. Par contre, c'est un blockbuster. Et faire un tel choix de casting sur un blockbuster était casse-gueule. Et je pense que c'est juste une réalité, j'aime pas ça non plus, je préfère le choix qu'a fait Duncan Jones. Mais, quand il y a Robert Downey Jr. à l'affiche, quand il y a Ryan Reynolds, quand il y a The Rock, quand il y a Vin Diesel, peu importe ce que je pense de ces acteurs, peu importe de ce que vous en pensez, la réalité c'est que la majorité des gens vont voir des films en disant « Je vais voir le dernier Robert Downey Jr., le dernier Iron Man, je vais voir le dernier Ryan Reynolds », c'est comme ça. J'ai beau dire à longueur de podcast que vous allez voir les films des réalisateurs d'abord et avant tout, les gens pensent quand même toujours, à cause du Star System, aller voir des films d'acteurs. Ça change, ça évolue petit à petit. Internet a pas mal aidé ça, mais c'est juste une réalité concrète, froide. Ça n'a pas fait du bien au box-office de Warcraft d'avoir Travis Fimmel sur l'affiche. C'était pas suffisant. Même avec le succès d'Estime et le succès populaire de Vikings, qui est une série qui a vraiment beaucoup de succès et c'est très bien pour eux, pour lui et tout, ça ne reste pas, c'est pas le succès non plus de Walking Dead. C'est pas comme si qu'ils avaient choisi l'acteur qui joue Rick Grimes dans Walking Dead pour jouer Lothar Anduin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus... il a pas choisi des acteurs de Game of Thrones pour venir jouer dans Warcraft. Et ça, quelque part, ça a fait du mal au box-office du film. C'est juste une réalité concrète. Ça m'ennuie, ça m'attriste, mais il faut le constater. Le film a coûté 175 millions et on a rapporté 430 millions au box-office, ce qui est bien. Mais, je vais être clair, cash et précis, le film a ramené à peine 50 millions sur le territoire américain. Et vous savez, vous êtes des bons élèves, vous savez depuis longtemps que vous me suivez dans le podcast, qu'un blockbuster américain doit rapporter son budget sur le sol américain au minimum. Et ensuite, il fait du pognon à l'étranger. Les blockbusters américains, ils doivent marcher au minimum au moins jusqu'à leur budget. Sinon, c'est considéré comme des échecs. Et le choix d'avoir fait ce casting-là, à mon avis, n'a pas fait du bien au box-office du film. C'est juste une réalité. Et si aujourd'hui, eh oui, je vous spoil ma conclusion, Warcraft 2 a peu de chances d'arriver, c'est d'abord et avant tout à cause de ça. Duncan Jones s'est pas fait des copains chez les producteurs de blockbusters en faisant ce choix très fort artistiquement, mais qui n'a pas assez payé sur le territoire américain pour qu'il puisse maintenant retourner et dire écoutez, mettre les couilles sur la table, excusez-moi pour l'expression, mettre les ovaires sur la table et dire je veux faire le film 2 comme ça, comme ci, comme ça, avec ces acteurs, et je veux continuer mon délire. Parce qu'on va lui dire, écoute, toi, mon petit coco, on a dû distribuer le film comme des fois à l'international pour récupérer notre budget. Et que le film ait marché en Chine, ça ne nous fait pas plaisir parce qu'on veut, on n'a pas, t'as visiblement pas envie de faire jouer des acteurs chinois dans ton film. Daniel Wu, on le reconnaît même pas dans le rôle de Gul'dan. Et voilà, fin du dialogue. Donc voilà, je voulais faire au moins cette parenthèse sur le casting pour qu'on se comprenne, et on va aborder tout de suite le scénario. Ah, vous l'attendiez, je sais. Calmez-vous, posez vos flingues, on y va, calmez-vous, enfin... Plus vite, bande de trous du cul. Le scénario de Warcraft, c'est un sujet en soi, mais je vais essayer de faire court parce que j'ai dit beaucoup sur ce film déjà, je pense que j'ai pas trop envie de vous le spoiler, j'ai envie que vous le voyez.
Encore une fois, si je peux vous donner envie de le voir, je serais très content. Il a été critiqué parce que beaucoup de gens ont estimé qu'il y avait toutes les ficelles du film de heroic fantasy classique, le héros qui va se confronter, va devoir revoir son jugement sur les monstres qui les attaquent, comprendre qu'ils sont plus subtils que ça, finalement subir une perte et donc du coup se venger, et puis l'autre personnage qui a été un peu éloigné de sa voix, qui y retourne et qui finalement trouve sa voix réellement, qui avait compris que les anciens se trompaient sur différents points, blablabla. C'est très bien, hein, on est vrai que c'est des ficelles classiques d'heroic fantasy, mais je suis désolé, tel que c'est raconté, et tel que la vitesse notamment avec laquelle le film veut nous faire rentrer dans son univers, et la complexité des personnages très très rapide, en l'espace de même pas 10 minutes de film, les personnages ont vraiment des enjeux très complexes. Je trouve que le scénario de Warcraft est une qualité. Je suis désolé. Je sais, et je fais tout de suite la parenthèse pour les fans, posez tous vos glaives là, et vos haches, et vos marteaux de guerre là. Je sais très bien que le scénario des jeux est meilleur. Et j'en ai conscience, j'ai compris, je ne connais pas assez les scénarios, j'ai regardé un peu sur Wikipédia et tout ça, les histoires, c'est vrai, ça a l'air d'être des meilleurs scénarios. Mais j'insiste, Duncan Jones voulait faire rentrer le grand public dans son film, et là, à cet endroit-là, il a fait un énorme effort d'écriture pour y arriver, tout en conservant constamment des complexités. Je fais tout de suite ma parenthèse, j'avais oublié d'en parler dans le casting. Il a gardé un personnage de Gul'dan, donc qui est le méchant caricature de l'histoire, qui, à mon avis, manque de finesse, et du coup, ça fait quand même du seul méchant plein sud du film, grosso modo, un drug addict. C'est le mec, il a sa drogue, et à cause de sa drogue, il fait n'importe quoi, je caricature. Il triche, il est violent, enfin voilà, il a plus aucun honneur, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment le mec qui a rien à chauver chez Gul'dan, et c'est dommage parce que les antagonistes de l'histoire, l'autre antagoniste de l'histoire a une histoire beaucoup plus complexe, et c'est quelque part un humain. Alors du coup, c'est un peu mal équilibré à cet endroit-là. C'est peut-être le truc qui me dérange un peu du film. Mais ça, mis à part, les enjeux émotionnels entre, je trouve, Durotan, sa femme, et son gamin, et son clan sont vraiment intéressants, sont très bien écrits, interprétés et mis en scène. En face, les enjeux émotionnels du personnage de Lothar, le fait qu'il ait perdu sa femme, qu'il lui reste que son fils et ses deux filles, le rapport qu'il a avec Garona, qui est intéressant aussi. Alors j'insiste, je voulais en parler avant, donc je vais être clair. Je trouve que c'est pas très bien amené, et le défaut de maquillage dont je parlais, les fameuses dents chez Garona, n'aide vraiment pas leur séquence à être prise au sérieux, et c'est dommage parce que je trouve que c'est plutôt subtil. Je veux pas spoiler comment, honnêtement, je ne vais pas spoiler. Je pense qu'il faut le voir. C'est plus subtil qu'il n'y paraît. Regardez Warcraft en écoutant le film, en faisant attention, c'est pas un film d'heroic fantasy, bas du plafond, c'est pas vrai, ou bas du front, ce n'est pas vrai. Je trouve au contraire qu'il apporte toute une densité que beaucoup de films d'heroic fantasy ne font pas et ne prennent pas le temps de faire. Je vais donner un seul exemple que je vais légèrement déflorer. C'est le personnage de Khadgar qui a donc au départ été magicien, qui a choisi de fuir son apprentissage de magicien, on ne sait pas trop pourquoi, et le film révèle de manière très subtile qu'il est parti parce qu'il trouvait que les institutions de la magie ne marchaient pas. Il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que la magie devait faire. Et à la fin du film, grosso modo, il apprend plus ou moins comment il avait tort et raison à la fois. Et je trouve que c'est très subtil, c'est intéressant, c'est tout de suite un regard sur la magie qui est complexe, c'est une institution, c'est pas seulement on fait des tours de magie et c'est comme ça, et puis ça a un coût, ça a des dangers, ça a des limites, ça a des institutions qui sont sclérosées, d'autres qui sont plus avancées, ça a des mystères, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est très très dense ce que le film propose à cet endroit-là, et je ne suis pas d'accord avec vraiment cette critique qui dit que le scénario n'est pas bon, mal écrit, ou qui serait en deçà de ce que les gens peuvent proposer. Il s'agit d'une adaptation en film, il y a des choses qui auraient peut-être pu être mieux faites, certes, en termes d'équilibrage, je suis le premier à le dire, mais par contre, il y a de vraies densités dans cet univers. Là, un truc qu'on peut pas enlever en film, c'est qu'il brasse un univers extrêmement dense en 2 heures, quoi. Il va très très fort dans son univers, il l'impose, il le dit, et il veut être fier de cet univers-là. Franchement, je pense que je spoil ma conclusion parce qu'on va y aller, mais je pense que les fans du jeu Warcraft, de World of Warcraft, devraient être fiers de ce film. J'insiste. Très très peu d'adaptations de jeux vidéo ont réellement respecté à ce point-là, avec autant d'envie et d'amour du matériau qui a finalement transparu dans le film final. Ça, j'insiste, je trouve que Warcraft, pour moi, et je vais spoiler le début de ma conclusion dans quelques instants, est une exception. Je pense franchement qu'il y a très 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 peu d'adaptations en matériaux audiovisuels X ou Y de jeux vidéo
qui au final ont les qualités d'écriture et de volonté qui sont restées jusqu'à la fin du projet que Warcraft a. Et on va tout de suite arrêter de me faire chier, on va aller à la conclusion. Hein? Non, calmez-vous, restez quand même, on va conclure tout ça. On est revenu à l'ancienne formule un peu plus longue, mais on va conclure, on y est. Posez vos flingues, on y va. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Warcraft est un bon film. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il a des défauts. Je comprendrais que les gens qui n'aiment pas l'heroic fantasy restent un peu hackés et considèrent que c'est un film moyen, voire un sous-film d'heroic fantasy, parce qu'il y a des vrais problèmes d'équilibrage dans l'esthétique visuelle du film. J'en ai parlé en détail avant. Aussi bien au niveau des costumes, il y a des choix qui font très mal au film, les petites dents de Garona, le choix de garder l'esthétique quasiment intouchée, je caricature, du jeu, et de ce manque de mesure qui fait du mal au film. Mais en même temps, c'est un film qui impose des personnages en 3D de manière spectaculaire et de manière très intéressante. Depuis Avatar, je trouve que c'est une des plus grandes réussites à cet endroit-là. Je trouve les orques excellents, vraiment excellents. Gul'dan est un petit peu facile et c'est le point faible à mon avis de l'écriture du film principal, mais il fait un peu stéréotype de méchant. Hein. Mais à la modération près qu'au début du film, je spoile pas, il sauve l'enfant de Durotan, ce qui est assez étrange comme choix, mine de rien, mais ça reste trop léger, trop unique comme moment dans le film. Je mets de gros guillemets de bonté de la part du personnage pour finalement avoir plus de densité que ça. Mais mis à part lui, tous les personnages ont des enjeux complexes. Hein. Le gardien Medivh, qui est joué par Ben Foster, a vraiment des enjeux complexes. Est-ce qu'ils sont toujours bien mesurés, bien modérés, bien amenés à l'écran? Non, pas forcément. La multiplication des décors, des lieux, et la multiplication des effets a tendance à kitschiser un petit peu ces enjeux-là. Mais, si vous me permettez un barbarisme, mais vraiment, c'est un bon film d'heroic fantasy, c'est un bon film d'enjeu, et c'est un bon film tout court. C'est vraiment un scénario que je trouve tout à fait agréable, avec des enjeux dramatiques à la fin qui sont vraiment beaux. Moi, perso, à la fin, j'ai envie de voir la suite. Alors, je vous spoil tout de suite, la réalité des faits, c'est que là, probablement, cette suite ne verra jamais le jour, parce qu'encore une fois, le film n'a pas rempli son contrat de blockbuster américain. Duncan Jones a dit plusieurs fois qu'il voulait le faire, et visiblement, ça n'a pas l'air de se lancer. Les acteurs ont l'air d'être partis sur d'autres choses aussi. Alors, heureusement, c'est des acteurs de série B, donc le film pourrait encore se faire dans les 2-3 ans sans que ce soit trop grave pour eux. Vu que la carrière de Travis Fimmel n'a pas spécialement explosé, ni d'aucun des autres acteurs dans le casting. Mais ça reste ça en reste pour moi une petite déception de fait que le film n'aura pas de suite, qu'ils n'ont même pas, après un projet aussi ambitieux, envisagé une suite directe à la télé ou autre, ou en série, parce que, je sais pas, moi, sur cet univers-là, tu fais une série Netflix, je regarde, moi, hein, sans problème, je mange, hein. Avec le main casting et tout, on y va, hein. Et je serais vraiment fan du projet, bref. Tout ça pour dire, je vous le conseille, c'est vraiment un bon film d'Heroic Fantasy. Vous voyez qu'un film d'Heroic Fantasy après Le Seigneur des Anneaux, évidemment, regardez Warcraft, c'est vraiment bien. Et le scénario est vraiment bon, vous serez surpris de la qualité de ce qui est écrit, j'insiste, et je sais que les fans vont s'énerver, mais je ne suis pas d'accord, vous avez vraiment eu là une belle adaptation, avec des enjeux dramatiques de qualité. Je ne connaissais pas les histoires du jeu avant de voir le film, et j'ai apprécié l'histoire, et ça a été une des premières qualités. J'avais envie de suivre cette histoire, j'ai trouvé des enjeux entre les personnages intéressants, et à la fin, j'étais touché par ce qui leur arrivait, pas à tous, mais j'étais touché. Je trouve l'histoire de Durotan particulièrement belle, par exemple. L'histoire aussi de Lothar, au final, est plutôt belle. Il y a des défauts, mais c'est plutôt réussi. L'histoire de Khadgar aussi est pas mal, même si elle est un peu en retrait. Bref, il y a de vraies qualités dans l'histoire, d'abord et avant tout, de Warcraft. Ceci étant dit, je voulais aborder la question des adaptations des jeux vidéo, et je vais être clair. Il y a eu beaucoup d'adaptations de jeux vidéo, aussi bien au cinéma, qu'en série télé, qu'en film d'animation. Il y a vraiment eu beaucoup de choses. Alors, je suis loin d'avoir tout vu. Mais j'ai l'impression que j'ai vu les principales. Et il me semble que, même si beaucoup de gens ont tendance à dire que la meilleure adaptation de jeux vidéo qui a été faite au cinéma est Assassin's Creed, je réponds toujours la même chose. Oui, Assassin's Creed est un film tout à fait sympa, hein, je trouve que... Je sais plus le nom du réalisateur. Bref, je trouve qu'il a fait du bon taf, c'est correct comme film. Mais Assassin's Creed, dans les enjeux émotionnels des personnages, est d'un creux, c'est incroyable. Alors,
j'ai fait que le premier Assassin's Creed, donc ça se trouve, mais j'avais quand même l'impression, dans le premier jeu, où on jouait un personnage qui s'appelait Altaïr, j'avais quand même plus l'impression de faire partie de ton histoire. À la fin, il se battait contre son mentor et tout ça, c'était cohérent, assez kitsch comme scénario, mais j'avais autre chose en termes d'enjeux. Le film Assassin's Creed, il faudra m'expliquer les enjeux pour le personnage de Michael Fassbender. Hein. C'est vraiment creux au possible. Le film a très bien compris l'univers et l'univers visuel, c'est classe et tout, l'animus et tout, c'est classe. Mais le film est creux. Alors si on est content d'une adaptation de jeu vidéo en disant elle est réussie parce qu'elle renvoie au creux de la série du jeu, pour moi c'est pas une qualité. Hein. Au contraire, c'est adapté pour donner de la consistance qui aurait été intéressant. C'est pas adapter l'esthétique pour finalement faire un film creux. Dire c'est aussi creux que le jeu, donc c'est bien adapté. Bah ouais. Mais dans ce cas-là, on peut dire aussi que Dead or Alive était la meilleure adaptation de jeu vidéo, hein, Karim Debache a raison. C'est aussi beauf, aussi con et aussi kitsch que le jeu. Donc tant mieux, ça fait un film con, beauf et kitsch. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, essayer de tirer le matériau vers le haut, c'est pas un défaut. Et Warcraft, je dis pas que Warcraft tire le matériau vers le haut, je dis juste qu'il respecte l'univers et qu'il arrive à nous proposer un bon film à partir de cet univers. Pour moi, Warcraft était, jusqu'à encore dernièrement, la meilleure adaptation audiovisuelle d'un jeu vidéo que j'ai jamais vu. J'étais enfin dans une histoire que j'avais envie de suivre, il n'y avait pas d'autre adaptation de jeu vidéo qui m'avait plu, alors je modère tout de suite. Premièrement, il y a un téléfilm autour de l'univers de Discworld, un téléfilm anglais que je trouvais très réussi. Discworld, à la base, ce sont des livres de Terry Pratchett, mais c'est aussi un jeu vidéo que j'ai beaucoup aimé sur PlayStation à l'époque, et j'ai trouvé ce téléfilm en 2 parties particulièrement sympa. Il y a Sean Astin dedans notamment qui jouait, et on y retourne, vous voyez comme on retombe sur nos pieds, c'est quand même extraordinaire, hein, un peu mec qui parle trop, quelle culture qui parle en cercle dans tous les sens, mais on retombe toujours sur nos pieds. Sean Astin qui jouait bien sûr notre ami, j'oublie son nom, le copain de Frodo, Sam Gamgee dans les adaptations du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais j'arrête de faire mon cake. Jusqu'à longtemps, j'ai trouvé c'est la meilleure adaptation d'un jeu vidéo. Je retrouvais l'esprit du jeu vidéo, je trouvais l'humour, l'absurde, et je trouvais ce téléfilm très sympathique globalement. Franchement, j'avais bien aimé. Bref, je ferme la parenthèse. Mais franchement, Warcraft avait mis une claque à ça. Maintenant, je modère un peu ce que j'ai dit, ce que je vous dis là, parce que je trouve... J'ai pas fait les jeux The Witcher, mais je trouve quand même qu'en termes d'adaptation, c'est la meilleure adaptation d'un jeu vidéo. Je sais qu'il se revendique plus du livre, que la série se revendique plus du livre, mais j'ai retrouvé l'univers du jeu, j'ai vraiment eu l'impression d'être dedans, et des gens que je connais, alors c'est des proches, et j'ai trouvé ça aussi dans les critiques que j'ai trouvées sur internet aussi, les gens qui ont apprécié le jeu ont beaucoup apprécié la série, et ont estimé que la série respectait très très bien l'univers. Donc... je pense objectivement que The Witcher est au-dessus. Mais dans mon top, je mettrais très très près Warcraft. Voilà. Et pour moi, le débat, c'est... on peut venir me parler de Assassin's Creed et de ses qualités, j'entends. Mais à un moment donné, quand le film est aussi creux que le jeu, c'est pas une qualité et ça fait même de lui une mauvaise adaptation. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Tout ça pour dire, je vous conseille de mater Warcraft. J'espère que ce long retour sur ce film vous a plu. Si vous êtes fan de la série, que vous avez des éléments amenés auxquels j'ai pas pensé, n'hésitez pas à allez-y dans les commentaires, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, allez-y, likez, partagez évidemment, aidez la chaîne à être connue. Je fais aussi des stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, où je vous donne des conseils, des choses à regarder pendant cette fichue quarantaine où on s'éclate tous comme des fous. Et je vous remercie encore beaucoup, j'ai encore eu des abonnés en plus cette semaine, c'était génial, merci les gars, merci d'être là, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.